Nous sommes mercredi 19 mars 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Aboubakar Sandana Kale avec moi Salamatou Kadiri pour la présentation. Salut Salamatou, comment vas-tu? Bonsoir Nakale, je vais bien, alhamdulillah, et le jeûne du Ramadan. Ça va bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, la technique est assurée par Seine Isaka et Moussa Hassan et à l'édition. Alors Nakale, nous avons quoi au menu ce soir? Salamatou, comme d'habitude, nous offrons un programme riche et varié à nos auditeurs et auditrices. D'abord, il y aura l'entretien consacré au concours photographique dénommé Wikilove Africa, organisé par un groupe de jeunes bénévoles nigériens sous le thème du chant à l'assiette. Ensuite, il y aura la rubrique Ramadan suivie de la page sport et pour finir avec le loti. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Sanda, dans la première partie de celui-ci, Oumarou Hamadou, cofondateur de Wikimedia User Group du Niger, explique les objectifs visés par Wikimedia à travers l'organisation de ce concours. Il est au micro de Adam Sariou. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Oumarou Hamadou. Je suis cofondateur de Wikimedia User Group du Niger. Alors, vous pouvez nous expliquer le concours? Le concours Wikilove Africa, littéralement, ça veut dire Wiki aime l'Afrique en anglais. Donc, c'est un concours dédié spécialement à l'Afrique. Donc, il est organisé chaque année donc, du 1er mars au 30 avril sous un thème bien défini et arrêté donc, par les contributeurs de la communauté. Cette année, c'est le concours du chant à l'assiette. Donc, c'est un thème qui appelle donc, les contributeurs donc, à soumettre des photos, à participer au concours, des photos en lien avec les pratiques donc, culinaires, les pratiques agricoles, donc tout le processus donc, du chant à l'assiette, c'est comme son nom l'indique. Donc, ça prend en compte donc, des pratiques au niveau du champ, au niveau des jardins, en passant par la préparation, donc la nourriture, jusqu'à arriver au niveau de l'assiette, donc au moment où on déguste, donc au niveau de la table. Donc c'est un concours qui a sa 3e organisation au Niger. À la fin donc, du concours, des prix sont dédiés aux participants donc, qui auront des photos donc, de bonne qualité qui seront choisies dans un jury qui sera déterminé. Et à la fin, les 10 meilleures photos vont compétir au niveau international afin de les donner la chance donc, de gagner des prix. Voilà. Et l'objectif donc, final, c'est que ces photos puissent vraiment servir donc, à Wikimedia donc, dans les articles pour que ça puisse illustrer donc, les articles qui vont parler de la thématique donc, des photos. Comment se passe ce processus? Comment les candidats peuvent appliquer? Déjà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux où on a donc les liens qui sont partagés. Mais avant, il faut comprendre qu'il faut créer déjà son compte. Ça peut être sur un projet Wikimedia ou bien sur Wikipédia même ou bien sur Wikicommons. Vous créez votre compte et puis vous accédez aux liens que nous partageons sur les réseaux sociaux et que nous pouvons aussi vous partager. Et à partir de ces liens, vous soumettez vos photos. Donc, au préalable, il faut avoir déjà des photos à soumettre, à moins que vous êtes en face d'un objectif que vous voulez prendre une photo. Et là, vous avez la possibilité donc, de capturer votre photo et de la soumettre directement. Alors, pouvez nous dire quelle est l'importance de ce concours pour la jeunesse nigérienne? Comment les jeunes nigériens peuvent profiter de cela? Alors, je dirais que c'est beaucoup plus du bénévolat dans un premier temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ce concours, nous révélons une très belle image de notre pays, du Niger. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les médias, voilà, les images, les clichés qui sont partagés, il y a quand même du bon vivre, il y a des belles choses à partager donc, du Niger. Et ce concours est pour nous donc, une façon de s'exprimer, de faire parler de notre pays. Donc c'est vraiment un travail de bénévolat et les jeunes ou bien la jeunesse participent à travers donc, la soumission de ces photos qui vont parler très bien de notre pays. Donc à la fin, vu que les photos vont compétir au niveau international et seront vues par tout le monde, donc elles vont illustrer en tout cas une bonne image de notre pays à la fin. Alors pour participer à ce concours, est-ce qu'il y a un critère d'âge qui est là? Non, il n'y a pas de critère d'âge, tout le monde peut participer. Et même si vous avez des anciennes photos qui datent de plusieurs années par le passé, vous pouvez les utiliser pour participer. Donc que ce soit jeune, adulte, vieux,
vous pouvez participer. Mais nous encourageons beaucoup plus vraiment les photographes pour que vraiment on ait plus de qualité, les images de qualité, parce que les images de qualité font véhiculer le vrai message. Donc on peut beau mettre plusieurs photos, des milliers de photos, si ça ne donne pas une bonne image, bon, on va avoir un trop plein, mais ça ne donne pas ce qu'on recherche. Donc on invite les journalistes, les photographes, les amateurs, les professionnels, donc vraiment à participer à travers ce concours. Chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien et sans transition, poursuivons avec la deuxième partie. Oumarou Hamadou parle des avantages de ce concours qui est à sa 3e édition au Niger. Il est toujours au micro de Adam Sariou. Quels sont les prix à gagner dans le cadre de ce concours? Au niveau national, il y a le premier prix qui est de 50 000, le deuxième prix qui est de 40 000, le troisième prix qui est de 30 000, le prix de meilleur contributeur, donc celui qui va soumettre plusieurs photos qui est de 20 000. Ça, c'est au niveau national. Au niveau international, donc, le premier prix est de $1 000, le deuxième prix, je crois, de 800, le troisième prix que j'ignore, mais oui, peut-être que vous allez voir sur les sites. Et il y a aussi des prix pour les audios, les prix pour les vidéos, donc qui seront décernés au niveau international. Alors, quel est le but de cette rencontre avec ces jeunes Nigériens? Ok, le but donc de cette rencontre, d'abord, comme on l'a annoncé, c'est le lancement. Donc, le lancement permet aux participants de découvrir le concours pour la première fois, pour ceux qui ne le connaissent pas. Également de voir concrètement d'abord le thème de l'année et également la période et les critères qu'il faut respecter. À la fin donc de ce lancement, ils sauront déjà concrètement quelles sont les images qui vraiment pourront compétir donc à ce concours, quels sont les critères qu'il faut respecter, quelles sont vraiment les images de qualité qu'il faut soumettre. Et également, quels sont les prix qu'on peut gagner à la fin. Et s'ils ont des difficultés, donc cette session permet donc de surmonter de toutes ces difficultés à la fin, c'est-à-dire s'ils ont des soucis, on va les expliquer. Et un groupe est créé pour que tout au long donc, du concours, donc les 2 mois, qu'on puisse vraiment les expliquer. À chaque fois que quelqu'un a un défi ou une difficulté, il met ça dans le groupe et puis on essaye donc de l'aider pour qu'il puisse surmonter les difficultés. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent notre rubrique Ramadan et nous débutons avec les conseils religieux. Dans cette rubrique, le prédicateur nous parle du Ramadan, un des 5 piliers de l'islam. Il va au-delà du simple jeûne physique de l'aube au coucher du soleil. Bien sûr, c'est une période de purification spirituelle, de réflexion intérieure et de renforcement de la foi. Durant ce mois, les musulmans cherchent à se rapprocher d'Allah par la prière, l'accomplissement des bonnes actions et bien d'autres. Oustaz Mustafa, prédicateur et membre du Conseil islamique, explique. Il est interrogé par Rafika Taher. Dans ce mois de l'année, vous engrangez ce que vous devrez engranger toute votre vie de ibadah. Toute votre vie de prière, de zakat, de tout ce que vous voulez là, vous pouvez l'avoir dans ce seul mois. Il y a même une nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration d'Allah. C'est un mois exceptionnel. Tout ce que vous allez faire en tant que jeûneur, eh bien, ce sont des choses qui sont exaucées. Il n'y a pas de promesse que les paradis, que les bienfaits d'Allah. Parce que Allah a déjà attaché les satans, a déjà attaché tout ce qui peut vous attirer vers le mauvais côté là. Donc, qui peut vous attirer vers les mauvais actes? Il n'y a pas. Donc, ça veut dire qu'il y en a que les anges de Rahma qui sont là, qui composent avec vous, parce que vous êtes ce qu'on appelle du Yufur Rahman. Ce sont les invités d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un autre hadith qudsi qui est hors surat, toute l'adoration des fils d'Adam, c'est pour lui, sauf son jeûne. Chers auditeurs, restons toujours dans le cadre du Ramadan pour vous laisser écouter les conseils du nutritionniste Madame Massaoudou Khadija.
Le kinkilba est une plante qui pousse dans les pays du Sahel comme le Mali, le Niger et le Sénégal. C'est une plante qui est beaucoup utilisée par des personnes au Niger et surtout en cette période de jeûne de Ramadan. Elle est très reconnue pour ses multiples vertus nutritives et thérapeutiques. Le kinkilba est également riche en fer et en vitamine C. Madame Massoud Kadija, nutritionniste, explique au micro de Rafia Abdoulaye Mossi. Je m'en vais vous donner la recette de l'infusion du kinkilba. Donc, comment est-ce qu'on prépare l'infusion de kinkilba? Vous allez prendre votre poignée remplie de feuilles sèches ou fraîches de kinkilba, ça dépend de ce que vous avez de disponible. Bien les rincer et les mettre dans votre soit casserole, votre bouilloire, votre marmite, ce qui est à votre disposition. Vous pouvez le mettre à l'intérieur, verser 1 litre d'eau, le mettre sur feu d'eau à moyen et porter à ébullition. Donc après ébullition, vous éteignez le feu et vous laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Le kinkilba peut être associé avec du clou de girofle, avec du bissap, avec de la citronnelle, avec de la menthe, avec du citron. C'est vraiment à votre goût. Donc après les 10 à 15 minutes, vous filtrez et cherchez un contenant, un récipient avec son couvercle. Vous allez le conserver à l'intérieur. Vous pouvez le prendre très chaud avec du sucre ou sans. Vous pouvez le prendre aussi tiède. Vous pouvez le prendre le matin, le soir. C'est comme vous voulez, à la rupture du jeûne et aussi toute la journée. Ça permet de maintenir la forme. Ça permet d'éliminer tout ce qui est mauvaise graisse. Ça permet une bonne digestion, etc. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire environnement de votre émission Le Niger sur Kalangu. Ces derniers jours, plusieurs localités du Niger, dont Niamey, connaissent une hausse de température. Selon les services de la météorologie, cette situation est due à l'influence de la mousson et pourrait avoir un impact sur la santé. Le directeur général de la météorologie nationale, Kachalou Lawangaptia, explique le phénomène. Il est joint par Assoumana China. Déjà, il faut se dire que nous sommes dans un contexte de changement climatique ou particulièrement de réchauffement climatique parce que l'homme, par ses activités, rejette des gaz dits à effet de serre. Ça veut dire quoi? C'est simplement des gaz qui ont la propriété de faire, n'est-ce pas, bloquer les ondes électromagnétiques qui sont sous forme de chaleur. Par exemple, quand la Terre et l'océan dégagent sa part au niveau donc de l'atmosphère, la présence de ces gaz dans l'atmosphère fait qu'une bonne partie de cette chaleur est ramenée vers le sol. Et c'est ça qui nous fait que nous avons une température moyenne du globe de 15 degrés. Et les gaz à effet de serre en eux-mêmes, c'est une bonne chose de les avoir dans l'atmosphère. D'accord? Mais ici, c'est à des proportions naturelles. Dans la mesure où c'est ça qui nous permet, avec les 15 degrés à température moyenne du globe, d'avoir de l'eau sous forme liquide, solide, toutes ces choses-là. S'il n'y avait pas les gaz à effet de serre, on les enlevait complètement, on allait avoir une température moyenne de moins 18 degrés de température du globe. Ce qui challengerait même la vie sur Terre, dans la mesure où même avoir de l'eau sous forme liquide, ce serait un vrai problème. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre renforcé. Donc, et ça, c'est l'homme en grande partie. Il y a le volet naturel, certes, mais il est minime. Mais c'est la part de l'homme qui est la part la plus importante qui contribue au réchauffement du globe en renforçant ou en augmentant la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quand nous avons fait nos analyses effectivement au mois de janvier et février, que ce soit au nord vers Vilma Agadez, que ce soit au sud, à l'est, on a de façon générale une augmentation des températures du mois de janvier et de février déjà par rapport à l'année passée, même qui a été une année assez chaude, et par rapport à la moyenne 91-2020. Donc déjà dès que ça dépasse la moyenne, on parle d'une anomalie positive, donc d'un réchauffement. Mais nous avons enregistré la température la plus élevée du pays, qui est de 44,2 degrés. 44,2 degrés au 12 mars, quand même, c'est quand même une température assez élevée. Est-ce que cette situation va continuer jusqu'à un certain temps? Oui, ça va continuer. Dans la mesure où nous sommes sur notre globe, c'est vraiment quelque chose de sphérique. Le mouvement que ça fait, en juin, l'hémisphère nord est courbé en arrière, l'hémisphère sud est dans l'été et nous avons l'hiver. C'est ce qu'on vient de quitter de décembre jusqu'à février. On peut considérer ça comme une période de froid chez nous. Mais maintenant, on est en train de progresser pour aller à l'équinoxe. Le 22 mars, le soleil va frapper sur l'équateur. Et après quoi? Après, maintenant, l'hémisphère nord va venir en face du soleil. Ça va être avril-mai. Et ça, c'est notre période de chaleur.
Bon, imaginez quand on va venir encore davantage en face du soleil, et donc là, on va assister donc à des températures encore beaucoup plus élevées. Ça, c'est un fait. Déjà, donc, partant de ce constat, nous sommes quand même dans un environnement beaucoup plus chaud que même l'année dernière, et ça doit quand même inquiéter. Mais nous allons faire un autre bulletin pour faire la prévision de la période dite même de chaleur, mais déjà de nos analyses et les tendances qu'on voit, ce qui est sûr, c'est qu'on va assister à une période de chaleur relativement excessive. Nous faisons aussi les tendances, donc les gens seront suffisamment informés et à temps. Et nous avons quand même un autre phénomène. On a une aspiration du front tropical, et ça veut dire quoi? Ce qui est parti placé sur le nord du Niamey, donc nord Tillabéri. Et donc ça veut dire que nous étions sous l'emprise de la mousson également. Et donc il y a la présence de l'humidité. Quand nous sommes dans un environnement plus sec, même quand la température est élevée, c'est chaud, on le sent, mais c'est pas autant, il ne fait pas autant chaud que quand nous avons de l'humidité en présence. Est-ce que cette hausse de température peut avoir un impact sur la santé? Donc vraiment, nous sommes en train d'assister à cela. Si le front tropical va régulièrement remonter, redescendre, remonter, ça pourrait constituer quand même un élément assez... Déjà que les températures étaient en elles-mêmes élevées, et assister encore à l'augmentation, à la présence de l'humidité, et donc on peut avoir un ressenti assez important qui pourrait maintenant vraiment affecter et certainement la santé également, si on ne prend garde, si on ne prend pas des mesures. C'était là la rubrique hebdomadaire environnement. Chers auditeurs, place à l'écho des régions. Au Niger, la pénurie d'essence des dernières semaines perturbe toujours le quotidien des populations. En effet, une pénurie d'essence provoque de longues files d'attente dans plusieurs stations-service de Niamey. La semaine dernière, Sanda, tu as fait le tour dans la capitale où cette situation provoque un malaise général. Suivons ton reportage. Des crissements des véhicules poussés, des échanges à haute voix et des interpellations constituent l'ambiance qui nous accueille au niveau des différentes stations-service de la ville de Niamey. Depuis quelques jours, la capitale du Niger fait face à une pénurie d'essence qui déstabilise les citoyens. Quelques habitants nous racontent leur vécu pendant cette période. Les difficultés, effectivement, c'est cette attente interminable. Les gens sont là depuis 7 heures avant d'aller au travail. Vous voyez, si tu n'as pas dormi avec quelque chose dans la voiture, c'est tellement difficile de faire. Tu vois un peu. Donc, les gens sont là, c'est vraiment un calvaire, c'est un véritable casse-pied. Naturellement, le moteur du développement d'un pays, comme on dit bien, c'est l'énergie. Si elle en fait défaut, elle va de soi. Et toute l'économie s'arrête, ça, il n'y a pas de doute. Vous voyez, les fonctionnaires qui sont en route depuis 7 heures du matin, il y a des gens qui sont là depuis 7 heures du matin en attendant de s'approvisionner un peu pour continuer au travail, mais malheureusement, ils sont clochés. Altruistes, certains citadins conseillent et sensibilisent les populations à ne pas tomber dans le piège du gain facile à travers les mauvaises pratiques pour essayer de s'enrichir pendant cette période. Moi, j'ai constaté même dans notre quartier, il y a des gens qui partent prendre l'essence dans les stations. Ils viennent revendre à 1000 francs, 1500 le litre. Il ne faut pas profiter d'une situation difficile pour que toi, tu te permets d'avoir quelque chose, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais les Nigériens, on ne les comprend jamais. Dans tous les cas, c'est passager. Partout, c'est les longues files d'attente au niveau des stations de la ville et la population est à bout des nerfs. Vraiment, je suis à bout. Je n'ai pas d'autre solution que d'attendre. Si j'ai une issue de sortie, je peux aller, mais je suis obligé d'attendre puisque je suis dans le rouge. Il faut que j'aille l'essence. Pour rentrer même à la maison, c'est nécessaire. Malgré tout, cette situation qui crée des difficultés n'empêche pas les personnes à vaquer à leur occupation. Chers auditeurs, place à présent au sport avec Moussa Hassan. Bonsoir Moussa. Bonsoir Sali, bonsoir Sanda. Bonsoir Moussa. Moussa, aujourd'hui nous allons parler de handball. Qu'est-ce que c'est que le handball et quelle est son origine? Eh bien, c'est en 1919 que le professeur allemand Karl Challenge de l'école germanique de Leipzig initie le handball ou balle à la main à 11 qui se joue sur un terrain herbeux semblable à un terrain de football. En fait, il s'est inspiré du Torball, un sport pratiqué par les femmes allemandes, pour créer ce qui est devenu l'ancêtre du handball moderne. Le handball est donc un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon utilisé à la main en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension 40 mètres sur 20 mètres, séparé en 2 camps. Chaque équipe s'efforce d'envoyer le ballon rond à l'intérieur du but adverse par une série de passes à la main, sans aucune intervention des pieds, que seul le gardien peut utiliser.
Le terrain est divisé en 2 parties égales, comportant les mêmes marques au sol qui indiquent les distances à respecter par les joueurs. Les lignes au sol indiquent aussi la zone réservée aux gardiens. Seul le gardien peut s'y trouver. Alors Moussa, quelle est la durée d'un match de handball? Un match de handball dure 60 minutes qui se déroule en 2 mi-temps de 30 minutes, chacune séparée par une pause de 15 minutes. Donc, ça fait au total 15 minutes permettant aux joueurs de recharger leur batterie et planifier leur stratégie pour la deuxième mi-temps du match. Mais on peut bloquer le chronomètre réglementaire. Ça s'arrête quand un joueur se fait expulser, définitivement ou non. Quand un coach dépose un carton de temps mort à la table du score, le temps s'arrête pendant 1 minute, laissant au coach le temps de discuter stratégie avec les joueurs en plein milieu de match. Les temps ne sont pas utilisables que lorsque l'équipe a la possession de la balle. Le coach ne dispose que de 2 temps morts par match, 1 par mi-temps, et les prolongations ne donnent pas le droit à un 3e temps mort. Et quand le chronomètre atteint le temps réglementaire, le juge siffle dans les sifflets pour indiquer la fin. Il revient cependant aux arbitres la décision d'arrêter le temps ou du jeu. Il est possible de procéder à des changements de joueurs n'importe quand pendant un match, sauf pendant le temps mort. Alors, parle-nous des règles de ce jeu merveilleux. En handball, le principe est de dribbler avec le ballon. Une fois qu'il a le ballon en main, le joueur peut avancer en dribblant autant de pas qu'il souhaite. Donc, il est autorisé de faire 3 pas avec le ballon sans dribbler, de toucher la balle avec les mains, les bras, épaules, tête, poitrine, jambes, mais pas en dessous des genoux. Donc, pas les pieds. Le gardien de but, lui, n'a pas de restriction. Il peut toucher la balle avec n'importe quelle partie de son corps. Chaque équipe est constituée de 7 joueurs, généralement 6 joueurs de champ et un gardien, et 5 remplaçants en match officiel. Le rôle des gardiens de but est d'empêcher l'équipe adverse de marquer. Le gardien de but est le seul joueur du terrain à pouvoir toucher la balle avec son pied uniquement quand il se trouve dans sa zone. Donc hors de la zone, c'est une faute. En effet, le gardien de but peut sortir de sa zone, mais il doit être très vigilant car le moindre contact avec un joueur de champ adverse peut lui coûter une expulsion définitive. Le rôle des joueurs de champ est de marquer les buts et de défendre lorsque l'équipe adverse attaque. Sur le terrain, les joueurs n'ont pas le droit de marcher dans la zone où se trouve le gardien. Le gardien et les joueurs de champ n'ont pas le droit de porter les mêmes couleurs de maillot. Et au handball, les changements de joueurs lors d'un match sont illimités. Cependant, il faut rester au maximum 7 joueurs sur le terrain. Tout erreur de changement ou de nombre de joueurs sur le terrain sera soldé par une expulsion. Il est aujourd'hui possible, avec les réformes, de remplacer le gardien de but par un joueur de champ. Et donc, se trouver à 7 joueurs de champ. Mais attention, le but reste vide pendant la durée de ce changement. Un joueur de champ peut jouer le rôle de gardien de but à condition qu'il porte un maillot ayant les mêmes couleurs que celui de son gardien. Alors Moussa, qu'est-ce qui se passe-t-il quand le gardien ou un joueur fait une faute dans cette zone? Eh bien, c'est comme on dit dans notre jargon en football, penalty. Un jeu de 7 mètres est ordonné dans certaines situations quand une occasion manifeste de but est déjouée par un joueur ou un officiel de l'équipe adverse, et sur n'importe quel endroit de l'aire de jeu. Il y a un coup de sifflet ou non justifié lors d'une occasion manifeste de but. Une occasion manifeste de but est déjouée par l'intervention d'une personne ne participant pas au jeu. Par contre, il n'y a pas de lieu de jeu de 7 mètres si, en dépit d'une irrégularité, le joueur de l'équipe attaquant reste pleinement maître de son ballon et de son équilibre, et même si par la suite le joueur ne parvient pas à concrétiser son action de but. Chaque fois qu'une décision de 7 mètres est envisageable, les arbitres devraient toujours s'abstenir d'intervenir jusqu'à ce qu'ils puissent clairement déterminer si une décision de 7 mètres est en effet justifiée et nécessaire. Si le joueur attaquant marque un but malgré l'intervention irrégulière des défenseurs, il n'y a évidemment pas lieu de donner un jeu de 7 mètres. Inversement, si il apparaît que
le joueur a vraiment perdu le contrôle du ballon ou la maîtrise de son équilibre en raison de l'irrégularité, de sorte qu'une véritable occasion manifeste de but est déjouée, il faut accorder un jeu de 7 mètres. Alors Moussa, avec quel type de balle joue-t-on au handball? Les ballons du handball sont constitués d'une enveloppe de cuir ou de matière synthétique. Cette enveloppe doit être d'une forme sphérique. Une matière extérieure ne doit pas être ni brillante ni glissante pour ne pas gêner les joueurs. Le ballon pèse entre 425 et 475 grammes. Il dispose d'une circonférence entre 56 à 60 cm et doit être gonflé à une pression comprise entre 0,4 et 0,5 bar. Alors, comment se comptent les points en handball, Moussa? Comme au football, un but est marqué lorsque le ballon entier franchit la largeur de la ligne de but. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des camps comme avec des filets comme au football, mais de petite taille. Et qu'aucune irrégularité n'ait été commise par le porteur du ballon ou l'un des coéquipiers avant ou pendant le tir. L'équipe qui a marqué le plus de buts à la fin du match est vainqueur. Donc un match donne 3 points au classement, un match nous donne 2 points, un match perdu 1 point et un match perdu par forfait ou pénalité 0 point. Et si dans une finale, à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité? Si un match de handball est à égalité après le temps réglementaire, il peut se prolonger, comme on dit la prolongation. Au handball, la prolongation dure 10 minutes, répartie en 2 périodes de 5 minutes avec une pause d'1 minute entre les deux. Et si à l'issue de ces prolongations, le score reste toujours inchangé, on procède à une séance de tir au but, comme au football. Voilà, merci beaucoup Moussa pour ces informations très 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 importantes aussi, hein. Il faut les noter. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent au loti du jour qui met l'accent sur le programme des télévisions. En effet, ils sont nombreux les enfants qui sont accros à l'écran des chaînes télévisées. Bref, ils passent plusieurs heures devant l'écran. Cela pourrait avoir une influence sur le bien-être et le développement intellectuel de l'enfant. Écoutons la discussion entre Fanta Chamsou et Rekia Arimi. Affairage, 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 affairage. Hey Samira, éteins cette télé vite. Tu passes ta vie assise devant cet appareil matin, midi et soir. Irkwesi Awasa. Salam alaikum. Hey Mamou, qu'est-ce qu'il y a? Tu cries sur l'enfant là, on t'entend depuis le portail. Ou bien tu parles aux gens du ciel? Ne m'en fais pas, Bouli. Mes enfants vont me tuer un jour. Ils sont tout le temps devant la télévision. Souvent, ils ne mangent même pas. Regarde comment Samira a maigri. On dirait une malnutrie. Jam, ma copine, les enfants d'aujourd'hui, je te le dis, sont tous les mêmes, accros à la télé. Même pour les envoyer chez le tablier, tant que tu ne leur arraches pas la télécommande ou arrêter carrément la télévision, wallah, ils ne vont pas t'entendre. Eh ma chérie, prends garde fa, parce que les effets de la télé sont très néfastes pour la santé, surtout sur le développement du très jeune enfant. N'est-ce pas? Donc, ça peut rendre sourd ou aveugle. Ma chérie, ne va pas trop vite en besogne. Selon les experts, il impacte négativement le développement, mais sur le langage et l'intelligence de l'enfant de moins de 3 ans. Bouli, que me dis-tu là? Oui, Mamou, et ce n'est pas fini. Pour les jeunes, trop de télé pourrait conduire tes enfants à adopter un comportement antisocial, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler, ils ne joueront pas avec leurs camarades, ni échanger avec leurs parents. Et même dans les études, ils seront distraits. Leur seul souci, c'est de ne pas rater leur programme télé.
Tu dois avoir raison, hein, parce que Samira a à peine eu la moyenne au premier trimestre. Je me demandais ce qui n'allait pas. Toi là, apparemment c'est même toi qui as poussé ton enfant à être accro à la télé. Il faut lui accorder plus de temps, papoter entre filles. Donc c'est un gros problème. Moi qui pensais que la télévision lui permet d'être en avance sur ses camarades, souvent elle me parle avec des mots forts là en français. Moi-même n'y comprends rien. Mamou, tu l'as constaté de toi-même, donc agis vite. Je te dis, une fois j'ai éteint la télévision et mon fils Ismaël est rentré dans une colère noire. Pendant qu'il piquait sa crise, son oncle qui est psychiatre là est passé chez nous et il m'a donné de bons conseils. Maintenant, les enfants sont plus vivants, plus épanouis. Je te dis, ils cassent même les vitres de ma bibliothèque avec leurs maudits ballons. Comment tu as fait alors? Explique ma copine. Voilà, c'est maintenant que tu poses la bonne question. Au lieu de la laisser tout le temps assise devant la télé, inscris-la pour faire un sport qu'elle apprécie par exemple. Cela lui permettra de développer son esprit et sera en bonne santé. Hey maman, tu as la solution et tu me laisses crier tous les jours comme ça? J'allais faire une crise cardiaque un jour, wallahi. Mais est-ce qu'elle va m'écouter même? Maman, il faut que tu tapes du poing sur la table. Pas de la télévision avant 3 ans et même après cet âge, c'est à toi de choisir le programme et la tranche horaire, pas plus de 2 heures de temps, je te dis. Il faut surtout respecter le logo signalant l'âge minimal pour le visionnage. Il est situé en bas, à gauche de l'image. Et dans ce cas-ci, tu peux utiliser un code avec la télécommande pour activer le contrôle parental. Ah oui, les moins de 10 ans, moins de 12 ans que je vois sur les films. Je me demandais à quoi ça sert. Oui, et il y a même les moins de 16 ans, les moins de 18 ans. Mais on n'en est pas encore là, Le moment viendra. Je comprends ma chérie. Donc si je comprends bien, je dois aussi la surveiller sur Internet. Voilà maman, tu as tout compris. Je ne dirais pas que Samy va l'accepter de tout de suite, mais ne cède pas à ces caprices de petite fille pourrie gâtée. Bouli, tu m'as sauvé la vie. Dès aujourd'hui, je vais prendre ce problème à bras le corps. Ai sina zai mutai sai tugaya. Bisa woke. C'était là le loti du jour présenté par Nafis Adam Sirfo et Salamut Kadiri. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Salamat Kadiri et moi-même Aboubakar Sandanakali. À la technique, c'était Seyni Isaka et Moussa Hassan à l'édition. À demain pour un autre numéro. Bonne rupture, excellente soirée et bonne suite de nos programmes.